France Inter. It's morning edition from NPR News. Produce gente en la radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour dans le bureau ovale entre Trump et Macron. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine ? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable. Elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Bonsoir Sylvie Kaufmann. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales et européennes. On rejoindra Laura Calmous dans un petit instant qui va nous raconter ce que le Britannique Keir Starmer dira lui jeudi, puisque c'est une valse à deux temps qui se joue en ce moment dans le bureau ovale. Il y est entré, Emmanuel Macron, Sylvie Kaufmann, en saluant le courage de l'Ukraine face à l'agresseur russe. C'est ce qu'il a dit sur X. Et cette phrase qu'on a entendue juste avant, on l'a beaucoup entendue, elle a beaucoup circulé. Emmanuel Macron l'a mise sur les réseaux sociaux il y a déjà 48 heures. Elle parle de fond, mais elle parle aussi de forme. Je voudrais qu'on reste un instant sur la forme. Tu peux pas être faible face à Poutine, fermez les guillemets. En gros, tu te plantes, tu fais un mauvais calcul. C'est comme ça qu'il faut lui parler à Donald Trump. Il faut adopter son propre langage. Oui, peut-être. Alors, heureusement, en anglais, on n'a pas le tutoiement ni le vouvoiement, donc et la question ne se posera pas dans leur conversation en tête-à-tête. Je crois alors d'abord, Emmanuel Macron connaît Trump depuis longtemps, puisqu'ils ont été déjà présidents en même temps, pendant le premier mandat de Trump et le premier mandat de Macron. Et donc, ils ont déjà une façon de parler ensemble. Alors, ils ont un dialogue, ils ont une habitude, ils se sont vus souvent, ils se sont parlé au téléphone beaucoup aussi. Donc, il y a déjà un lien qui existe. Mais on ne savait pas trop, pardon, je vous interromps, justement la nature de cette relation en 2017. Moi, je me souviens de gestes où Trump lui enlève les pellicules sur le... c'est ça, il y avait quelque chose de très condescendant. Oui, non, absolument. Et puis, alors, en plus, Macron, dans le premier mandat, il était allé avec la volonté de convaincre Trump de rester dans l'accord fidèle à l'accord nucléaire avec l'Iran. Et l'accord nucléaire avec l'Iran. Et l'accord de Paris sur le climat, tout à fait, vous avez raison. Et il a échoué sur les deux tableaux. Donc, c'est difficile. En même temps, il a quand même gardé une relation de travail permanente avec lui, notamment, on l'a oublié, mais c'est important dans le contexte actuel, sur la lutte antiterroriste, l'engagement français militaire en Afrique, dans le Sahel, au Mali, etc. Et où il y avait des militaires français qui étaient engagés là, avec le soutien américain, qui n'était pas un soutien en hommes, mais qui était un soutien en renseignement, en logistique, qui serait peut-être ce que Macron voudrait demander aujourd'hui aux Américains, et c'est ce plan franco-britannique qui va lui présenter. Alors, on ira en Grande-Bretagne dans un petit instant, mais est-ce que c'est pour ça qu'il veut y aller tout seul, Emmanuel Macron ? Parce qu'ils auraient pu y aller à deux, Keir Starmer et lui. Est-ce qu'il se dit qu'il y a quelque chose à tirer, ou est-ce que c'est une manière de tirer la couverture à lui, là, pour le coup, et de dire en ce moment je suis l'Europe? Je sais pas, je crois qu'on est dans un moment particulier européen là. Déjà, avoir cette coopération avec les Britanniques, c'est déjà quelque chose. Il faut se rappeler que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, ça a été très dur, on a eu des relations très tendues, la France et la Grande-Bretagne, l'Union européenne et la Grande-Bretagne, et là que ça se resserre en ce moment de manière quand même très étroite, que les Français et les Britanniques soient capables de mettre sur pied un plan, une proposition militaire qu'ils vont présenter aux États-Unis, je trouve que c'est déjà assez exceptionnel. Après, qu'ils aient voulu y aller ensemble ou pas, les informations sont contradictoires sur ce sujet-là. C'est pas plus mal aussi que ils y aillent l'un après l'autre, qui est une pression une couche et puis une deuxième couche, qui mettent deux couches si vous voulez, l'un lundi, l'autre jeudi. Ils ont aussi des relations différentes avec Donald Trump, donc finalement je pense que ces deux étapes sont assez propices. Alors argument 1, donc tu vas te planter, c'est pas une bonne idée, c'est pas la bonne stratégie. Tu vas avoir l'air faible. Exactement, tu seras faible face à Vladimir Poutine et probablement aussi face à la Chine, mauvais calcul. Argument 2, est-ce qu'il faut lui parler aussi le même langage? Trump parle
parle un langage d'intimidation. Et surtout, Trump mélange les choses. Il est capable de mélanger des droits de douane avec des migrants, etc. Est-ce qu'on joue au même jeu, en gros? Est-ce qu'on a aussi, nous, des armes sur la table en lui disant, attends, nous aussi, Européens, on a des armes sur la table si tu lâches l'Ukraine. On a les moyens de faire ça ou pas? Voilà, il faut avoir les moyens de sa politique et on les a pas. Mais alors d'abord, l'intimidation, à mon avis, avec Trump, ça ne marche pas. Je crois que ce n'est pas la stratégie de Macron. Je pense qu'il va au contraire essayer d'éviter l'affrontement et d'y aller sur la conviction et le discours personnel. Sur ce qu'il peut proposer. Non, l'Europe n'a pas les moyens, et c'est pour ça que d'ailleurs ces dirigeants européens vont à Washington. L'Europe n'a pas les moyens de se substituer aux États-Unis en Ukraine actuellement. Donc, le but de cette opération, c'est de dire aux États-Unis, à Trump, écoutez, maintenant, on a compris, on veut non seulement partager le fardeau avec les États-Unis, le fardeau militaire, mais même prendre la relève, simplement, on est prêt à le faire, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour notre effort de défense. Simplement, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et donc, laissez-nous un petit peu de temps. Sinon, à nouveau, ça sera une victoire de la Russie et vous donnerez l'impression d'avoir échoué dans votre tentative d'accord. L'un des arguments qu'on entend beaucoup des Européens, c'est sauver l'Ukraine, c'est aussi sauver l'Europe. Est-ce que c'est un argument qui peut avoir un sens pour un Donald Trump? On a un peu l'impression qu'en ce moment, l'idée c'est de dire, oui, je effectivement, débrouillez-vous. Est-ce que cet argument-là peut avoir une forme de sens ou pas? Non, je pense que l'argument qui est de lui dire attention, vous risquez de perdre la face si vous concluez un mauvais accord avec la Russie sera plus efficace auprès de Donald Trump que de lui dire attention, les Européens sont perdus et c'est la sécurité de l'Europe qui est en danger. Je crois que ça c'est le dernier de ses soucis et qu'il est vraiment convaincu. D'abord, il a beaucoup de mépris pour les Européens, il faut le dire, y compris sur le plan idéologique. On a vu le discours de son vice-président J.D. Vance à Munich la semaine dernière. Mais il est persuadé que c'est aux Européens de prendre leur sécurité en charge et de se débrouiller tout seuls. Et après tout, l'Ukraine, c'est une guerre européenne. La guerre que livre la Russie à l'Ukraine, c'est effectivement une guerre qui se déroule sur le continent européen. Et les Européens auraient dû comprendre plutôt qu'il fallait qu'ils prennent une part plus grande à leur défense au lieu de se reposer sur les États-Unis. Donc cet argument-là, non, je crois qu'il vaut mieux éviter de l'utiliser avec Trump. J'allais vous demander si on a le droit de s'engueuler. J'ai compris que non, en fait, avec vos réponses précédentes. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que Zelensky, lui, s'engueule, en fait. Et là aussi, il parle le même langage. Et on se dit, au fond, que peut-être que c'est lui qui a le mieux compris le personnage qu'il a en face de lui. Lui parler sur le même ton, ne pas avoir peur d'y aller à la provocation. Quand il dit, par exemple, je m'en irai si on rentre dans l'OTAN. On sait très bien que les Américains n'ont aucune intention de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Donc c'est aussi une forme de provocation. Est-ce qu'il y a là aussi une double valse, en quelque sorte? Ouais, je pense que Zelensky est dans une situation différente de celle des dirigeants européens. Il est désespéré, il est acculé. Il joue la survie de son pays actuellement. Il joue pas seulement sa survie à lui, comme homme politique, je crois qu'il s'en fiche finalement. Il a prouvé qu'il était un leader historique déjà, Volodymyr Zelensky, en restant 3 ans en tenant tête à la Russie en pleine guerre depuis 3 ans. Mais il comprend très bien que c'est vraiment le sort de son pays qui est en jeu aujourd'hui. Et je crois que les Européens le comprennent très bien aussi. Et c'est pour ça qu'on a cette manifestation de solidarité aujourd'hui aussi. C'est très important à Kiev, avec tous ces dirigeants européens qui sont venus à Kiev pour le 3e anniversaire. C'est intéressant parce que c'est pas seulement Kiev. Effectivement, il y a du monde à Kiev. Il y a eu des déclarations des Nations Unies aujourd'hui qui réaffirment leur soutien. Il y a même Erdogan qui réaffirme son soutien. Enfin, il y a une espèce de sentiment dans cette journée de Trump et Poutine contre le monde entier, ou en tout cas contre le monde occidental. Et puis je crois qu'il y a quand même un sentiment d'injustice là qui est en train de s'implanter en Europe. Je crois que les Européens prennent conscience maintenant
que ce renversement de situation totale avec les États-Unis qui les lâchent, qui lâchent Volodymyr Zelensky, qui lâchent les Ukrainiens qui ont quand même mené ce combat d'une manière extrêmement courageuse, voire héroïque même, depuis 3 ans, il y a quelque chose de fondamentalement injuste, pas seulement de dangereux pour l'Europe et pour notre sécurité à tous, parce que c'est ça l'impact final que ça peut avoir, mais aussi d'injuste. Alors justement, on va y aller au Royaume-Uni puisque Keir Starmer sera là jeudi, là où est Emmanuel Macron en ce moment dans le bureau ovale. Bonsoir Laura Calmus. Bonsoir. Depuis Londres, merci d'être avec nous Laura. Je le disais, c'est une valse à 2 temps entre les 2 leaders français et britanniques qui évidemment ont accordé leur discours, c'est ce qu'on disait à l'instant, une couche et puis l'autre. Exactement, les 2 dirigeants se sont parlé hier après-midi pour réitérer l'importance de placer l'Ukraine au centre de toute négociation. Alors le Premier ministre Keir Starmer veut même s'accorder avec l'ensemble de ses alliés avant sa visite à Washington. Selon The Guardian, Keir Starmer a également échangé hier soir avec Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, et Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Et à l'issue de ces conversations, Keir Starmer a affirmé qu'il ne pouvait pas y avoir de négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Et dans un communiqué, Downing Street a également expliqué que le Royaume-Uni et l'Europe allaient montrer ce leadership uni en soutien à l'Ukraine face à cette agression russe. Alors avec la France, on le sait, le Royaume-Uni est la seule puissance nucléaire d'Europe, 2 forces majeures qui affichent aujourd'hui une unité stratégique. Depuis une semaine, il y a aussi un autre sujet qui est largement décortiqué, analysé ici au Royaume-Uni, le possible déploiement de soldats britanniques sur le sol ukrainien. Alors certainement en 2e ligne avec un rôle plutôt de maintien de la paix. Rien n'est confirmé, mais le Royaume-Uni demande d'ores et déjà aux États-Unis un soutien logistique en contrepartie et un engagement à riposter en cas d'attaque russe. Et alors Laura, est-ce que Starmer a un atout dans sa manche que Macron n'a pas, c'est-à-dire la fameuse relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni ? Oui, Londres met d'ailleurs régulièrement en avant cette relation spéciale historique entre le Royaume-Uni, comme vous l'avez dit, et les États-Unis. Et ce qu'aimerait en fait le Royaume-Uni, c'est être, encore une fois, les États-Unis d'Europe et entend jouer ce rôle un peu de facilitateur entre les Américains et les Européens sur l'Ukraine. Alors Downing Street sait que cette rencontre sera en fait le plus grand test à ce jour des compétences diplomatiques et de négociation de Keir Starmer. Il tente d'ailleurs de concilier les intérêts sécuritaires et économiques du Royaume-Uni tout en maintenant de bonnes relations avec le président américain. Mais il y a 2 jours, Donald Trump n'a pas été particulièrement tendre avec le Premier ministre britannique. Il a dit « He is a nice guy ». C'est un type très sympa, a-t-il lâché, mais personne n'a rien fait. Alors Keir Starmer sait qu'il devra autant gérer sa relation avec Trump, mais aussi les enjeux diplomatiques et politiques. J'ai une question subsidiaire rapidement, Laura, si vous le voulez bien. Il y a un autre point de tension potentiel entre les 2 pays, c'est le commerce. Est-ce qu'on se dit qu'on le met sur la table et que même Starmer dit « Attends, je ne suis pas européen, moi, donc attention avec nos droits de douane ». Exactement, et l'équipe d'ailleurs de Trump promet d'imposer ces droits de douane sur les produits britanniques entrant aux États-Unis, équivalent un peu à la TVA appliquée aux produits américains entrant au Royaume-Uni. Keir Starmer tente donc de trouver une solution sur ce point. Il a assuré aux députés que le Royaume-Uni n'abandonnerait pas ses sidérurgistes, alors que l'industrie de l'acier britannique risque d'être lourdement impactée par la taxe de 25% sur les importations aux États-Unis, qui doit entrer en vigueur le mois prochain. L'Union européenne a d'ailleurs déjà promis des représailles face aux tarifs douaniers américains, mais Keir Starmer dit encore évaluer la réponse britannique. Et encore une fois, il y a aussi un dernier point clé, on en parle beaucoup ici au Royaume-Uni. Trump se lasse très vite, confie une source bien informée du gouvernement britannique au sujet de la capacité d'attention de l'ancien président, du président. De Donald Trump, pardon, oui, du président. Starmer devra donc être très stratégique, flatter Donald Trump quand il le peut, souligner aussi que le monde lui est reconnaissant d'avoir attiré l'attention sur la nécessité de la paix entre la Russie et l'Ukraine, mais avec subtilité, sans trop en faire. Merci beaucoup Laura Calmus, et c'est vrai qu'il se lasse vite, ce président américain, c'est terrible à dire comme ça, mais c'est une réalité. Sylvie Kaufmann, je voudrais pas empiéter sur les plates-bandes de Frédéric Seyss qui vient d'arriver, mais quand même j'ai en tête cette phrase de Merz qui donc est désormais arrivée en tête dans les conditions que l'on sait en Allemagne, disant qu'il faut se préparer au pire scénario dans les relations transatlantiques. Est-ce que oui, il faut se préparer au pire scénario dans les relations transatlantiques à votre avis? Et ça veut dire quoi? Oui, je crois. Ça veut dire une séparation, ça veut dire que l'Europe doit se débrouiller toute seule et que finalement se
principal allié des Européens est un adversaire plus qu'un allié. Et ce qui est remarquable, c'est que les Allemands eux-mêmes sont en train de le comprendre. Et Friedrich Merz, hier, en disant « il faut préparer notre indépendance vis-à-vis des États-Unis », il a dit ça hier soir et sur un plateau de télévision. Et je dois dire qu'entendre ça dans la bouche d'un dirigeant allemand qui en plus est un des plus atlantistes, ça montre à quel point l'histoire s'est accélérée ces 10 derniers jours. C'est spectaculaire. L'histoire s'est accélérée. Et une dernière question, nous sommes, y compris nos deux générations d'ailleurs, même à tous autour de cette table, on est la génération qui n'a jamais connu la guerre et qui est même née dans cette idée que la paix était la norme, en fait. Je me demandais s'il fallait inverser ça. C'est dans votre journal que j'ai lu cette phrase qui fait un peu froid dans le dos et qui dit « Nous avons construit l'Europe autour de valeurs communes, on nous demande aujourd'hui de nous réunir autour de peurs communes ». Oui, l'Europe s'est construite, c'est un projet de paix, l'Europe. Et donc, on découvre tous aujourd'hui qu'on est peut-être face à une hypothèse de guerre. On a déjà cette guerre sur notre continent, mais dans laquelle nous ne sommes pas impliqués. Nous ne sommes pas directement attaqués, l'Europe occidentale, enfin l'Europe, l'Union européenne ou les pays de l'OTAN. Mais en réalité, ces pays-là sont déjà attaqués par cette guerre hybride que mène la Russie. Donc, on est déjà dans cette atmosphère-là. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer, je crois. Il faut le dire très franchement maintenant. Et en même temps, on l'a déjà été, je pense à certains pics graves qui ont lieu dans l'histoire, notamment notre histoire européenne et l'histoire américaine. Je pense pendant la période de la guerre froide, je pense à la crainte nucléaire quand même qui a été très importante à un moment. Pourquoi est-ce que cette ambiance anxiogène est différente à votre avis cette fois ? Alors je crois que c'est ce retournement des États-Unis qui est le plus parce que ça c'est un renversement, c'est un bouleversement que nous n'avons pas connu depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Cette alliance qui a maintenant plus de 80 ans. Et c'est vrai que les Européens se sont depuis la naissance de la création de l'OTAN, en fait, en 49, les Européens se sont complètement reposés sur les États-Unis pour leur sécurité. Alors la France peut-être un petit peu moins puisqu'elle avait elle a toujours sa propre force de dissuasion nucléaire. Les Britanniques l'ont aussi, mais elle est beaucoup plus liée aux Américains. La force de dissuasion nucléaire française est totalement indépendante. Mais l'ensemble de l'Europe avait effectivement délégué sa sécurité aux États-Unis. Donc voir cet allié-là se dérober, c'est un choc terrible. Le monde a changé. Le monde a changé, je crois qu'on peut le dire. Sylvie Kaufmann, merci beaucoup. Vous reviendrez, ce sera avec grand plaisir.